Et là, on voit ils peuvent être capables de s'écarter énormément pour proposer des solutions. Et regardez là, donc c'est les 3 joueurs qui vont être clés. Un premier qui va prendre l'espace. Et surtout, tout va être joué très rapidement à 1-2 touches de balle. Et cette action, elle est magnifique. Hein. Elle part de l'arrière et elle se finit par un débordement qui, malheureusement, sera mal ajusté avec un centre qui arrivera directement sur un Lillois. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bonjour toute la team, la Minute OM, les amis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour un avant-match explosif dans un match qui est d'ores et déjà annoncé par Roberto De Zerbi comme un match bien plus difficile que face à l'OL et à l'Olympico. Et pour un match explosif, j'ai l'habitude d'avoir mon ami de toujours, El Gringo. Comment il va, mon ami ? Eh bien, écoute, on est encore sur notre petit nuage depuis cet enroulé d'Euro. On a vécu une semaine extraordinaire. Mais ça y est, il va falloir aller de l'avant. Et la prochaine étape, c'est Strasbourg. Et ben on a l'opportunité, la chance d'avoir vraiment ce qui se fait de mieux sur l'aspect tactique. Côté strasbourgeois, Guillaume, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Présente-toi à toute la Minute OM et aux millions de téléspectateurs qui te regardent. Écoute, en plus l'herbe sous le pied, non, je disais merci. Hein. Après, j'ai pas cette prétention-là dans la présentation. Mais ouais, moi, je fais de l'analyse vidéo aussi de mon métier. C'est mon métier de le faire pour des joueurs principalement, plus que pour le collectif. Et j'ai aussi lancé ma structure Touche de balle avec 4 associés. Donc, on l'a lancé en septembre. Et puis, à travers cette structure, on va présenter des profils, des concepts. On va essayer de théoriser aussi un peu le foot et essayer de contribuer à notre modeste échelle, un peu à la culture foot aussi, dans l'aspect un peu plus technico-tactique et ce genre de choses. Donc on a commencé ce mois-ci et puis voilà, maintenant on continue, et que ce soit avec la structure ou moi de mon côté, on continue à se développer et puis voilà, quoi. Génial. Alors, ton amour pour Strasbourg, déjà, d'où te vient cet amour pour le RC Strasbourg ? Vous savez, on dit souvent il faut supporter l'équipe dans laquelle on vient, enfin de la ville d'où on vient. Moi, c'est le cas. Hein. Je suis né à Strasbourg, j'ai fait toutes mes gammes à Strasbourg. Je suis encore à Strasbourg aujourd'hui, donc aucune raison de supporter un autre club. Hein. Eh ben, tu sais quoi ? L'avantage qu'on a, c'est ce week-end, Naïm, il y a un très gros match avec 2 équipes en feu en termes d'attaque. C'est probablement, si je lève le 8-0 de Nice, c'est le top 3 de Ligue 1 entre l'OM et Strasbourg. Strasbourg-OM en plus à la Méno. Naïm, tu nous as concocté, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce match-là. On va rentrer directement sur ce que tu nous as concocté sur la partie tactique. Oui, on va commencer par ce qu'on a l'habitude de faire, hein, c'est les blocs, le positionnement des équipes sur le terrain. Alors, on a remarqué que Strasbourg, il y a 2 choses qui nous ont marqué, en particulier sur le match contre Lille. La première chose, c'est que leur système défensif est mouvant, un peu à notre image d'ailleurs. On le voit là qu'en phase défensive, ils sont à 4 défenseurs. Mais on voit aussi qu'ils ont un milieu qui est un peu désorganisé. Ça, c'est un point sur lequel on va longuement revenir dans la vidéo. C'est sûrement dû à la jeunesse du groupe strasbourgeois. Et donc, on voit bien hein, la ligne du milieu qui est vraiment pas très nette. Et sur un autre plan, un peu plus tard, c'est exactement la même chose. On a notre ligne de 4 défenseurs. Et pareil, on voit que le milieu, c'est un peu confus. Et surtout, ça laisse une très, très grande zone libre entre la défense et le milieu défensif. Ça, c'est ce qui se passe quand ils n'ont pas le ballon. Quand ils ont le ballon, on passe plutôt dans un système à 3 défenseurs qui s'écartent et qui proposent des solutions, parce qu'il y a une particularité à Strasbourg, c'est que ça sort énormément de ballons de l'arrière. Ça leur arrive de dégager, mais globalement, c'est une des équipes que j'ai vu le plus sortir les ballons directement du gardien ou des défenseurs centraux. Donc, c'est une équipe qui cherche vraiment à construire. Et en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus et s'ils ont continué à faire après en menant 3-2, ils sont même parfois été dans une défense à 5. On voit que Moreira est aligné sur la défense de son équipe. Donc, Guillaume, est-ce que c'est ça le RC Strasbourg, une défense qui peut passer en cours de match de 3, 4, 5 selon le score, le positionnement et le fait que vous ayez le ballon ou pas ? Déjà, moi, je m'attends plus à ce qu'on défende à 5 en phase défensive qu'à 4. Et après, c'est surtout une organisation individuelle, enfin du marquage individuel sur tout le terrain. Donc après, forcément, selon le placement des adversaires, la défense, elle va bouger. Mais par contre, là, vous avez tous les 2 raisons, c'est qu'il y a de la jeunesse. Et comme c'est de l'individuel,
Bah, le défaut de ça, c'est que quand il y a des déplacements, des coulissements à faire, c'est pas hyper fluide encore. Donc, il y a moyen de créer rapidement un décalage, de se retrouver en 2 contre 1 pour, on va parler de l'OM. Donc, l'OM aura l'opportunité de se retrouver en 2 contre 1 assez rapidement, assez facilement, juste en se déplaçant, en fait. Et c'est ça la plus grosse marge de progression dans l'animation défensive de Strasbourg. Et puis après, j'ai vu aussi contre Lille, il y avait aussi un passage en 4-4-2 en phase défensive. Donc, ça dépend aussi de l'organisation. Là, étant donné que De Zerbi joue avec un carré au milieu et que Rosignol également, bah, ça va un peu se neutraliser, entre guillemets, et l'individuel sera beaucoup plus naturel que s'il fallait enlever 2 bonhommes ou un seul pour un milieu à 3, un milieu à 2. Donc là, je pense que ces 2 systèmes, même s'ils ont sur le papier rien à voir, dans l'animation, en tout cas du milieu de terrain, ça va se chevaucher. Et donc, naturellement, il y aura de l'individuel avec ce carré qui va être à la fois bleu et blanc. Ce qui est intéressant, Naïm, juste si tu peux revenir sur la vidéo, moi, il y avait une question que je voulais te poser, Guillaume. Notamment en phase de possession de balle, j'ai été très surpris du positionnement de Guéladoué. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, quand je le voyais à Rennes, on est vraiment sur un latéral droit un peu, si je devais te le comparer un peu à Murillo, Paul Lirola, ces latéraux qui sont assez offensifs. Et là, j'ai été très surpris de le voir vraiment dans la défense à 3 en phase de possession de balle. Il mord rarement la ligne, il prend peu son couloir, et pour autant, c'est quand même un joueur extrêmement offensif, non? Bah, c'est ça en fait, il y a 2 possibilités. Enfin, la première qui est constante, c'est que Guéladoué défend son couloir en phase défensive. Donc il va passer arrière droit en phase défensive. Et en phase offensive, il va se glisser dans la défense à 3, comme on voit sur la capture d'écran là. Ouais, Et sur la phase défensive, elle est là. Il se retrouve ici à droite, en latéral droit, c'est ça. Et l'autre alternative, quand on défend à 5, c'est Doucouré qui descend d'un cran dans ce cas-là, vu qu'il est défenseur central de formation. C'est lui qui vient intégrer cette ligne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Ça, du coup, ici, tu veux dire, ici, c'était Doucouré? là, je vois pas bien Qui vient avec s'insérer dans le milieu à 5? Mais ce serait le plus logique, en tout cas, par rapport aux joueurs qui étaient sur le terrain à ce moment-là. Donc, en tout cas, c'est une possibilité aussi dans la défense à 5 que ce soit Doucouré qui redescende. Là, je ne le vois pas dans la ligne du milieu, donc il doit être dans la ligne défensive. Et en tout cas, ce qui fait que en phase offensive, donc on le disait, Doué, il rentre dans la ligne de 3 défenseurs centraux. Et il y a une asymétrie du coup offensif parce qu'en ailier gauche, ce sera le piston gauche. Donc là, c'était Moreira en l'occurrence contre Lille et ça le sera aussi contre l'OM, je pense, puisque Caleb Boyle est absent. Et à droite, bah c'est Bakwa. Bakwa, lui, il va manger la ligne. Le but, c'est de l'isoler au maximum pour qu'il puisse être en situation de 1 contre 1 derrière, parce qu'en 1 contre 1, c'est sa force principale. Il est vraiment bon. Et ce qui fait que dans le dispositif, il y a à gauche le piston qui va prendre le couloir et l'ailier gauche en contrepartie qui est normalement Sébastien Nanassi. Lui, il va repiquer vers l'axe et c'est ça qui va constituer le carré avec Nanassi, Habib Diarra, André Santos et Doucouré. Et ce qui fait qu'il y a une asymétrie où il y a un joueur de chaque couloir, mais qui sont à niveau différent, un piston qui part de plus loin et l'ailier qui, lui, vraiment, il reste là où est Bakwa dans la capture d'écran là, par exemple, mais plus le long de la ligne, en attendant le décalage, le changement d'aile et surtout le 1 contre 1 pour pouvoir prendre de la vitesse. Et voilà. Parce que c'est vrai que dans l'organisation, notamment le match face à Lille, on a pu regarder le match face à Lyon, Angers et Lille avec Naïm. Et le mercato d'été, si tu nous en parles rapidement, il y a quelques joueurs. Moi, je trouve qu'il y a un énorme potentiel, ce qui est normal avec ce qui se passe entre Strasbourg et Chelsea, parce que tu as des joueurs que normalement, tu n'aurais jamais pu voir à Strasbourg. On est d'accord? À commencer par André Santos. Voilà, André Santos, normalement, bon, jamais tu te dis qu'un joueur comme André Santos peut se retrouver. André Santos, c'est un énorme potentiel. Nanassi, alors est-ce que c'est juste un début de championnat? Mais nous qui connaissons pas mal Malmö, France, quand Cornelius est venu à l'OM, il nous parlait déjà de Nanassi en lui disant vous allez voir Nanassi, c'est quand même top joueur, très très gros potentiel. Et tu as à la pointe de l'attaque peut-être l'attaquant le plus rapide de Ligue 1, non? Tu parles des mégas en attaquant le plus rapide de Ligue 1? C'est une fusée, méga.
Bah, je me rends peut-être pas compte. Je sais qu'il est rapide, mais de là, un des plus rapides, je sais pas. Il y a d'autres attaquants rapides, mais effectivement, il a un profil qui est trompeur parce qu'on l'imagine grand 1m95, alors on attend à ce qu'il soit dans la boîte et qu'il joue de la tête, alors que c'est tout le contraire de ça. C'est un attaquant qui va chercher les espaces, qui va en libérer pour ses coéquipiers. C'est pour ça que ça marche bien aussi que Nanasi, qui est un joueur extrêmement intelligent, qui a un peu de Griezmann dans la manière d'imaginer le foot, en tout cas. Et c'est pour ça que ça match bien. Il y a Bakwa qui reste loin de la ligne. Donc, vraiment, il a une liberté de déplacement. Et Mega, cette saison, qu'il n'avait pas l'année dernière, où il était cantonné plus un rôle de pivot. Et ça se ressent. Il fait une passe D, il en a failli faire une deuxième. Il a marqué 3 buts. Donc, franchement, c'est un autre joueur. Et je pense que ça peut être une vraie menace, surtout si, avec 2 systèmes mouvants, il y aura forcément des déplacements, des décalages, des espaces. Et c'est là que Emega est vraiment redoutable avec la qualité qu'il y a derrière lui, à savoir André Santos, Nanasi, et vraiment des pourfendeurs, des pourvoyeurs de ballons, et doté d'une extrême intelligence de jeu aussi. Oui, cette connexion Emega Nanasi, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc, ce qu'on disait, c'est que c'était une équipe qui aime beaucoup sortir les ballons de l'arrière. Et là, on voit ils peuvent être capables de s'écarter énormément pour proposer des solutions. Et regardez là, donc c'est les 3 joueurs qui vont être clés. Un premier qui va prendre l'espace. Et surtout, tout va être joué très rapidement à 1-2 touches de balle. Et cette action, elle est magnifique. Hein. Elle part de l'arrière et elle se finit par un débordement qui, malheureusement, sera mal ajusté avec un centre qui arrivera directement sur un Lillois. Mais on a vu que par situation, ils étaient capables vraiment de sortir les ballons de l'arrière. Là, pareil, c'est impressionnant comme ils sont écartés. Ils jouent vraiment pas en pensant à une perte de balles. Ils jouent en proposant toujours une solution, comme ils étaient au milieu du terrain, hein, en fait. Et là, il va y avoir une prise de risque qui est maximale, vraiment. C'est là, ici, la prise de balle qui est tentée. C'était vraiment du tout ou rien, hein, parce que s'il perd le ballon, il y a déjà 2-0 pour Lille à ce moment-là. S'il perd le ballon, ça peut quasiment faire 3-0 derrière. Et surtout qu'il a un peu de réussite. Le ballon est contré, mais pas suffisamment, parce que je pense que le Lillois ne s'y attendait pas. Mais n'empêche que c'est cette prise de risque qui va permettre de contre-attaquer. Il y a encore beaucoup de Lillois en phase défensive, mais on voit une autre caractéristique de Strasbourg, c'est qu'ils peuvent être capables de finir avec énormément de monde dans la zone adverse. Regardez, il y a quasiment 6 joueurs dans la surface de réparation. Et c'est ce qui va permettre d'avoir le rebond sur ce tir-là et mettre le but. Donc attention, Strasbourg est capable par moment de faire des sorties de balles et des actions à une touche très impressionnante, combinées au fait qu'ils ont beaucoup, donc on disait, de joueurs jeunes et donc très rapides, très percutants. Ça les rend très très dangereux sur ce genre de situation. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi sur les captures d'écran, là, sur une des séquences pour expliquer un peu la relance, c'est qu'on voyait vraiment le carré au milieu qui rappelle aussi celui de Zerbi, où là, par exemple, c'est parfait. Là sur le plan qu'il y avait, c'était parfait. On voyait vraiment les 2 milieux qui sont André Santos et Doucouré en pointe basse, en double pivot. Ouais, ils sont là, ouais. Bon, là, le carré, il n'est pas parfait, hein, mais on voit l'idée avec Nanasi qui est un peu proche du rond central et Habib Diarra dans le coin adverse qui constitue ce quatrième côté du carré. Et c'est aussi ce qu'on retrouve chez De Zerbi. On voit aussi Bakwa, comme je disais, qui est isolé au maximum pour chercher le 1 contre 1 derrière. Et le piston gauche qui est prêt à partir aussi, parce qu'effectivement, les transitions et les attaques sont censées être rapides en partant d'une position basse. C'est un peu la limite de Strasbourg. Et tu disais, Naïm, je crois que tu n'avais jamais vu ou rarement vu Strasbourg faire des longs dégagements. Et pour cause, Strasbourg est l'équipe qui fait les dégagements les plus courts de Ligue 1. C'est 19 mètres en moyenne. Donc effectivement, ça correspond à l'impression visuelle. Et après, effectivement, il y a une autre séquence où tu le vois, où on le voit aussi, où on voit le carré. Je vais te le remettre la séquence. Et c'est vrai que ça va être le vrai duel, en fait, le carré du milieu de terrain. Ça va être le vrai duel avec le carré. Voilà, c'est ici. Pardon. Ouais, parfaitement. Là, on le voit très bien aussi. On les voit, les quatre au milieu de terrain. Et donc, on voit effectivement les 2 centraux qui sont écartés parce que le gardien fait office de joueur de champ aussi dans ces cas-là, avec les latéraux, la Doué qui se comporte du coup en latéral droit et qui va ensuite muter en défenseur central droit quand le ballon sera un peu plus haut sur le terrain. Et on voit aussi sinon que Moreira, il est tout seul sur son côté, il y a le carré au milieu, Emega qui est prêt à prendre un espace, peu importe lequel. Et le but, c'est d'attirer au maximum la défense pour créer des décalages, des mouvements et ensuite l'attaquer parce qu'il y a Doucouré qui a une bonne qualité, Diarra il a une bonne qualité de percussion, André Santos on l'a vu sur le but que vous avez montré, le 2e je crois. Ouais.
qui fait preuve aussi de beaucoup de personnalité malgré les jeunes âges, parce que pour faire ce geste à 2-0 à 20 ans, il faut quand même avoir un sacré caractère à l'extérieur, tout ça. Donc c'est aussi une équipe qui a beaucoup de tempérament, beaucoup de personnalité. La preuve, on ne revient pas de 2-0 à 2-2 par hasard à Pierre-Mauroy, même si Lille était dans une mauvaise série. Et à l'inverse, par contre, Strasbourg peut mener 2-0 comme à Lyon et ne pas gagner le match. Donc dans les deux sens, c'est valable. Et c'est aussi la marge de progression de ce groupe, c'est de gagner un peu en maturité, en expérience pour gérer aussi les matchs et ne pas rentrer dans un jusque-boutiste à vouloir faire le jeu à tout prix et être protagoniste du début à la fin. Il y a des moments où il faudra savoir balancer devant, dégager en touche, faire des fautes vislardes. Et ça, pour l'instant, Strasbourg ne l'a pas et a du mal à tenir un résultat. Et c'est une des 6 équipes de Ligue 1 à ne pas avoir fait de clean sheet encore cette saison. Donc voilà, il y a une marge de progression. Strasbourg marque beaucoup. Strasbourg encaisse beaucoup. Et là, en plus, face à un Marseille qui est en réussite énorme offensivement, effectivement, il y a tout qui laisse penser qu'il y aura beaucoup de buts dans le match, quoi. Oui, totalement. Justement, on pourrait se poser la question. On vient de voir que Strasbourg jouait vraiment très très bien au ballon, qui était capable de faire quasiment les plus belles phases de jeu de ces 5 premières journées, qu'ils avaient des joueurs jeunes, donc rapides, endurants, percutants. Tu disais qu'ils avaient du caractère, donc on pourrait se poser la question, pourquoi cette équipe n'est pas plus haut au classement? Parce que elle a quand même d'énormes ratés et également dans la relance. Dans la relance, on va le voir là. Donc, on a le gardien qui va chercher déjà un joueur qui est dans une zone un peu dangereuse parce qu'il va falloir bien appuyer la passe. Il y a pas mal de Lillois autour. Vu que la passe va être appuyée, il ne va pas y avoir la qualité technique nécessaire. Le ballon va monter très très haut. Petit pressing Lillois. Et derrière, on se retrouve avec 3 joueurs dans le sens du jeu pour Lille, alors que de l'autre côté, ils sont en train de reculer. Et ça donnera une action dangereuse. C'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement. Là, c'est pareil. On veut jouer court dans du petit périmètre. Il y a 3 joueurs lillois autour. Donc, il faut une maîtrise technique parfaite. Et ça ne sera pas le cas. Le pressing lillois est bon. Nouvelle récupération. Encore une fois, les Strasbourgeois sont ils étaient en train de monter. Donc, c'est le plus dur de défendre alors qu'on était en train d'avancer. 4 joueurs lillois qui sont dans le sens du jeu. Et ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir cibler pour l'OM, je pense, vraiment presser à bon escient. Là, encore une fois, là, on a un joueur qui pourtant a beaucoup moins de pression, qui va faire une remise qui est vraiment catastrophique dans cette zone. Par chance, il n'y a aucun Lillois qui s'y attendait. Mais sur l'action suivante, ça va être quasiment la même chose. Sauf que cette fois, il va le remettre directement sur David, qui va se précipiter et tirer trop rapidement, mais parce que sinon, là, on voit ici, le but était ouvert, il n'y avait plus de gardien, plus rien. Donc voilà, ça c'est quand même une des grosses failles, et c'est exactement ce que tu disais, c'est peut-être ce côté jusqu'au boutiste de vouloir sortir les ballons de l'arrière, mais peut-être tu parlais de maturité, peut-être qu'ils n'ont pas aussi la qualité technique nécessaire, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de joueurs très athlétiques, mais les joueurs défensifs n'ont pour moi pas la qualité technique nécessaire pour réussir avec un ratio assez élevé, ce genre de sortie de balle, et on voit qu'au final, il y a quand même beaucoup de pertes de balles très très dangereuses sur les sorties de l'arrière. Surtout qu'au final, tu as aussi oublié, je pense, parce que c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais il y a un début de Segrova, alors je confonds le premier et le deuxième, mais qui est aussi une conséquence d'une perte de balle et d'une relance courte. Même si le ballon est récupéré un peu plus proche des buts lillois, c'est quand même une conséquence. Derrière, ça fait but dans les 10-15 secondes qui suivent, donc voilà. Contre Angers aussi, il y a 2-3 grosses pertes de balles. Bon, derrière Angers, qui n'a pas la qualité d'un Lille ou d'un Marseille, n'est pas parvenu à en profiter. Même contre Lyon, ils ont souffert du pressing en début de match. Ouais, contre Lyon, même en match amicaux, c'était aussi une constante. Donc, je ne sais pas si c'est lié à un manque de qualité technique ou si l'équipe n'est pas en rodage, mais c'est ce côté un peu jusqu'au boutiste, du coup, comme je disais, qui me fait un peu peur. Et face à l'OM qui en plus est en réussite, des attaquants en confiance sont capables de marquer dans n'importe quelle position, que ce soit Greenwood, on a vu Jonathan Rowe aussi face à Lyon, Luis Enrique qui est aussi en confiance, donc ce genre de ballon, ça va pas être comme contre Angers, ça va pas être comme Jonathan David, ça peut faire mal, donc dans un sens comme dans l'autre. Alors je n'ai pas les outils pour calculer le bénéfice-risque. Est-ce que finalement ça apporte plus de bonnes choses dans notre construction, dans nos offensives que de mauvaises choses? Je sais pas. Il y a un staff qui est là pour juger de ça.
Maintenant, j'ai bon espoir quand même que ça s'assouplisse un petit peu au fil de la saison et qu'on voilà, on sache qu'il y a un temps pour faire ça ou un temps pour dégager, quoi. Tu sais, Guillaume, je vais te mettre à l'image la déclaration du coach d'aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il dit, je pense que lors de chaque match, on conserve nos principes de jeu, mais on adapte certaines choses en fonction de notre adversaire. Donc là, il va parler de l'Olympique de Marseille. Il dit on se crée beaucoup d'occasions et le danger peut venir de partout. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on vient de montrer sur les séquences. On doit encore trouver cet équilibre avec l'aspect défensif pour encaisser moins de buts. Tu vois, je pense que lui, dans sa tête, il est pas fou, tu vois. Le coach, il est pas fou. Il se dit, j'ai des très jeunes joueurs, j'ai énormément de talent, mais par contre, la caractéristique du très très jeune joueur, Naïm, la vraie caractéristique du très jeune joueur, c'est quoi? C'est de ne pas être capable d'enchaîner dans un match pendant 90 minutes un taux de réussite et de concentration maximale. C'est ça le plus dur quand tu es un jeune joueur. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a répété plusieurs fois, on l'a beaucoup entendu. Cette équipe est jeune, c'est la plus jeune d'Europe, si je ne me trompe pas. Et ben, comment ça se matérialise une équipe jeune par moment? Ben, c'est des gros ratés. Hein. Là, on va voir sur cette action. Regardez, ils vont monter à 3 au pressing sur le porteur de balle et ils vont laisser Cabella absolument seul dans cette zone. Malgré tout, ils ont encore une énorme supériorité défensive. Il n'y a pas de danger immédiat, mais ils vont quand même réussir à oublier Meunier qui arrive tout seul à droite. Et c'est ce qui va entraîner le deuxième but de Lille. Et ça, c'est des erreurs qu'on va retrouver régulièrement. Là, pareil, on voit un alignement qui n'est pas vraiment un alignement. Il y a déjà des problèmes de positionnement. Pourtant, il n'y a pas de danger. Hein. Il y a le seul David devant. Et encore une fois, malgré une très grosse supériorité, beaucoup de monde du repli, hein, du fait justement peut-être de leur jeunesse, de leur capacité athlétique supérieure, ils arrivent à se replier. Et vous allez voir que Cabella est absolument tout seul au deuxième poteau. Alors là, on ne parle pas de l'arrière gauche qui a plongé de l'arrière et qui n'aurait pas été suivi. Hein. C'est quand même le numéro 10 de Lille. Et il se retrouve tout seul. Donc Cabella, son problème sera toujours été la finition, donc il ne finit pas. Et là, il y a encore une action qui est explicite. On est à la 74e, il y a 3-2 pour Strasbourg, et il trouve le moyen de se retrouver en infériorité numérique sur un contre. Là, on met en évidence le tableau d'affichage. Donc ça, c'est quelque chose que normalement une équipe expérimentée ne se retrouve jamais dans cette situation-là, hein, de se faire contrer en infériorité numérique en menant au score à un quart d'heure de la fin. Et donc, je pense que le meilleur exemple de cette jeunesse et peut-être cette immaturité, c'est l'égalisation de Lille. Hein. Regardez, il n'y a pas de danger imminent. Santos est entre 3 joueurs. Normalement, il ne devrait même pas pouvoir passer. Malgré tout, il défend un peu naïvement, donc il arrive à passer. Et là, on voit bien, il y a 2 joueurs de Strasbourg qui peuvent fermer. Le défenseur strasbourgeois, s'il reste au contact sans faire faute, il peut même contrer lui-même le ballon, mais dans tous les cas, il va forcer le Lillois à centrer de manière difficile. Et non, il va faire une faute qui va donner le pénalty de l'égalisation. Donc voilà, tous ces petits signes, ce sont les signes d'une équipe qui est encore jeune et forcément qui doit progresser. Mais c'est là que nous, on doit appuyer parce qu'on a des tauliers, on a des joueurs expérimentés. Et comme l'a très bien dit Guillaume, on dit qu'on a de la réussite, mais est-ce que c'est pas tout simplement du talent? Quand Greenwood, quasiment chaque fois qu'il tire, il marque, c'est peut-être plus du talent que de la réussite. Et sur ça, nous, on a des joueurs offensifs de qualité. Donc il faudra savoir punir Strasbourg sur ses fautes d'inattention parce que dans l'autre sens, si on passe à travers le pressing, si on ne profite pas de ces actions-là, eux, ils peuvent nous faire très très mal sur leur transition rapide. Et surtout, ce qu'on a vu aussi, c'est que le piège peut-être pour l'OM aussi, c'est de mener rapidement dans le match et puis un peu essayer de gérer. Et c'est là que Strasbourg peut revenir dans le match, justement. Dans un camp comme dans l'autre, comme j'ai déjà expliqué, hein, on l'a vu contre Lyon, contre Lille. Un match avec Strasbourg ou même avec Marseille n'est pas fini jusqu'au coup de sifflet final. Marseille l'a prouvé à Lyon. Donc effectivement, il y a des qualités mentales des deux côtés. Un avantage largement pour Marseille quand même parce que le coach a fait ses preuves. Je pense qu'il s'est un peu plus adapté. On l'a vu même à 10 contre 11. Là où j'ai un peu plus de doutes sur Rosenior qui pour l'instant n'a pas montré de capacité à sortir un plan B du chapeau. Ou quand le plan A ne fonctionne pas, on est un peu désarmé. C'était le problème contre Angers, avec une seconde période à sens unique en faveur du SCO, et il n'y a pas eu d'ajustement, ou en tout cas ça n'a pas fonctionné. Donc des doutes là-dessus. Donc avantage au niveau du coaching, avantage au niveau mental, parce que Marseille va au stade de la Méno avec 19 ans d'invincibilité. Il y a aussi, de toute façon, juste le début de saison en fanfare, au lieu de remonter sur les 19 dernières années, il y a tout simplement la dynamique actuelle.
Il y a le talent aussi. Sur chaque ligne, l'OM est supérieur. Il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir. Par contre, ce qui est bien, on parlait du coach et de la conférence de presse tout à l'heure, c'est que lui, quel que soit l'adversaire, il va jouer de la même manière et avec les idées, avec l'intention de gagner le match. Et ça change des entraîneurs pragmatiques qui vont chercher à mettre le but, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, qui vont bétonner, qui vont essayer de neutraliser l'adversaire plus qu'appuyer sur ses faiblesses. Et je pense que ça peut être aussi un vrai match tactique entre un Roberto De Zerbi qui a des bonnes ambitions avec un très bon groupe et un Liam Rosenior qui a aussi de bonnes ambitions avec un groupe très jeune. Et ouais, je pense que là, c'est un peu la déclaration qui va dire ça. Il a dit exactement ce que tu viens de dire. Il a dit c'est un match qu'on aime jouer. On va affronter un grand club. Et surtout, il dit après, on appréhende chaque match avec la même envie, la même excitation et le besoin d'être constant, peu importe l'adversaire. Donc, tu vois, de toute façon, comme tu dis, je ne pense pas qu'il ait un plan B. Tu vois, je ne pense pas que ce soit un coach avec un plan B. En plus, il y a Naïm, je pense que on a ressenti la même chose. C'est un coach de première ligue. C'est-à-dire qu'en première ligue, les blocs bas, ça n'existe quasiment pas. La plupart des équipes, quand elles jouent, c'est 90 minutes, ça part d'un côté, ça repart de l'autre côté. Donc, est-ce que sur ce match-là, on peut assister à un match totalement fou? Eh ben, si tu te souviens de l'avant-match de Nice, je t'avais dit que je pensais que Francaise allait se rogner et se mettre à 10 dans son camp, défendre et jouer les contres, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas cette sensation, vraiment, avec Strasbourg, tout ce que vous avez dit tous les deux jusqu'à présent, vraiment, parce que c'est pas un entraîneur français, parce qu'il vient d'une autre culture, parce qu'il a vraiment, dans ses paroles et ses actes, donné l'impression qu'il voulait jouer. Donc, je pense effectivement que Strasbourg va jouer de la même manière, que ça va être un match ouvert et qu'on va avoir des buts et que ça va être enfin un super match parce que jusqu'à présent, on s'est toujours heurté à des blocs bas. La seule équipe qui a voulu jouer, on met de côté le match de Lyon avec le contexte du carton rouge, c'est Brest. On a vu comment ça s'est fini et je pense que ça a fait peur aux autres équipes qui ont fait que des blocs bas. Là, Strasbourg va jouer. Je pense que ça va être un super match et ça risque de se jouer effectivement à l'efficacité. Et normalement, à ce jeu-là, on est censé être meilleur. Guillaume. Et puis, quel est le meilleur moyen de faire progresser les jeunes? Parce qu'au final, la mission principale de Liam Rosenior, c'est de faire progresser les jeunes. Il n'a que ça dans son équipe. Donc, le but, c'est de les faire progresser. Et comment on les fait progresser? En les faisant prendre des risques, en pratiquant du foot, en étant protagoniste. Alors que si on attend l'équipe adverse, tu progresses forcément moins, à part peut-être les défenseurs qui seront un peu plus exposés et tout. Mais là, je trouve que c'est vraiment une manière collective de progresser tous ensemble. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en dépit des résultats qui seront parfois décevants, parfois frustrants, sans savoir à l'avance où Strasbourg va terminer, il y a déjà vecteur d'émotion. Le foot est vecteur d'émotion et Rosenior s'appuie sur ça. Et il a envie d'en procurer. Il parle de foot comme du spectacle. Donc ça peut faire un peu peur pour certains puristes, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tu fous de l'attaque, la défense, on verra la prochaine fois. Et ouais, protagoniste et du coup forcer les joueurs à prendre des initiatives et vraiment progresser au max. Et pour moi, c'est la bonne approche pour faire progresser les jeunes. Alors il y aura des limites, comme le manque d'expérience, comme Naïm l'a souligné dans ses précédentes séquences. Mais voilà, le but c'est que tout le monde progresse et que au 15 mai, peu importe le résultat, en espérant rester en Ligue 1 quand même, les joueurs soient individuellement et collectivement meilleurs qu'au 15 août. Écoute, la conclusion est magnifique. Ton prono, Guillaume, sur ce match? Il y a eu il y a eu un gros score contre Lyon, gros score contre Lille. On va rester sur la même veine et 3-3 du coup. Comme ça, je croise personne. Et les buteurs? 3-3, oula. Je vais pas prendre beaucoup de risques. Nanassi qui est touché par la grâce, Bakwa qui mérite d'en mettre un, et Habib Diarra parce que c'est le cœur qui parle. Voilà. Après, à Marseille, par contre, c'est difficile. Mais comme c'est le Racing Club relance les clubs et relance les joueurs, Eli Wahi va marquer. Une fois ou deux, je ne sais pas, mais il va marquer. Après, je ne sais pas si vous avez un joueur qui a besoin d'être relancé, c'est le moment pour lui. Tu sais que, avant d'entendre ton pronom, Naïm, Guillaume, écoute bien ce que je vais te dire. Tous les avant-matchs qu'on a fait avec les équipes, ils ont tous la même phrase.
dans leur tête, Le relance club de. relancer Ouais. le club, c'est psychologique. Mais Ouais, bah, ouais. je sais que ça arrive parfois souvent, ça reste dans la tête. On nous a dit exactement la même chose contre Nice. Bah, On nous a ouais. dit exactement la même chose. Le match d'avant Nice, Naïm, je ne sais plus c'était quel match qu'on a joué juste avant. Toulouse. Et, que Toulouse, ouais, c'était pareil, c'était la même chose. Wai va marquer, de toute façon, Toulouse, on lance toujours les joueurs. Ouais, mais il n'a pas marqué. Donc là, Ouais, c'est le bon moment. Là. Il y a bien un jour où ça passera, il marquera. Donc, ce sera pour moi. C'est clair. Ton prono, Naïm? Eh ben, écoute, je pense que ça va être ouvert et oui, je vois beaucoup de buts. Tu vois on va dire une victoire 4-1 ou 4-2. Et je vois bien doubler de Greenwood parce qu'il n'a pas marqué depuis 2 matchs et je pense que c'est pas le genre de joueur qui met beaucoup de temps avant de remarquer dans ce genre de situation. Et en plus, il risque d'avoir des occasions sur des paires de balles où il est lancé. Et je vois bien un but de Ro et de Koné, même si les deux ne seront peut-être pas titulaires, mais même en sortant de banc, je les vois bien marquer. Ah ben, tu sais que Guillaume, on est Marseillais, on aime l'OM. Et Bien cette sûr. année, on a tellement souffert que la réalité, c'est qu'on rêve tous. Et l'entraîneur nous Vous n'aviez pas eu Vieira, octroie. vous. Hein? Vous n'aviez pas eu Vieira, vous. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez Bon, pas ça avoir va, super. on a eu Marcelino, on a eu Gattuso, ça a été compliqué quand même ces derniers mois. Mais là, on a un entraîneur qui nous a autorisé au rêve. Il a dit, si les Bien supporters ne rêvent pas, qui rêve? Donc nous, on rêve bien évidemment du titre, toujours, même si on y arrive rarement. Et moi, quand je rêve du titre, ça veut dire qu'il faut que j'aille gagner à la Méno. Parce que la Méno, c'est l'Olympique de Marseille de l'Est. C'est un stade. Faut pas le dire trop fort, ça. Hein? Faut pas le dire trop fort, ça. Je comprends l'idée, mais faut pas le dire trop fort. Hein. Ah, moi, je le sais. Je vais régulièrement sur Strasbourg. Il y a une magnifique ambiance. On aura un grand match. Il y aura un public qui sera très chaud. Peut-être plus acquis à la cause quand même de Strasbourg qu'à l'OM, mais on verra que sur le début de l'OM. C'est la force de Strasbourg. Ouais, on verra sur le début de l'OM. Tu vas entendre que ça va applaudir sur le début de l'OM. Fais-moi confiance. Je le sais. Alors peut-être, mais pas autant qu'à Lyon, pas autant qu'à Toulouse, Brest et tout, parce que déjà, il manque une tribune à le stade de la Méno. Donc au lieu d'être à 25, on est à 19. Et c'est que des abonnés de Strasbourg finalement. Donc s'il y a un Marseillais qui veut venir en civil ou en maillot parce qu'il est à Strasbourg ou pas loin, très compliqué quand même. Je dis pas que c'est impossible, mais très compliqué. Et ce qui fait que cet effet-là, honnêtement, sur les dernières saisons, je ne l'ai pas trop remarqué. Et je pense que ça ne va pas changer cette année. Donc c'est une des fiertés pour le coup du stade de la Méno, c'est que ce soit Paris, Strasbourg, Paris, Marseille, Lyon, ou peu importe, on ne sent pas trop cette clameur visiteuse qui met un peu la honte finalement quand tu joues à domicile. Ouais, c'est pas simple. Alors moi, je vais peut-être aller à contre-courant et je vais dire 3-0 pour l'OM. Je suis gourmand, je sais. Mais si tu veux lancer des grands signes, l'OM aussi encaisse un peu trop de buts. Il y a 2 défenses qui encaissent énormément de buts et qui en marquent beaucoup. Et quand c'est comme ça, les entraîneurs, ils aiment bien resserrer la vis. Donc je me dis, est-ce que finalement les deux ne vont pas resserrer la vis? Après, c'est le talent qui va l'emporter. Donc je mise bien sur un 3-0. Écoutez, les amis, 32 minutes de pur bonheur. Merci, mille merci à toi, Guillaume. On te souhaite vraiment tout ce que tu peux nous offrir sur les réseaux, sur ta qualité d'analyse vidéo. On va se régaler parce que je pense que vous allez nous proposer du beau contenu, des talents, du scout. Et vu, tu es dans le club qu'il faut en plus, hein, Guillaume, si je ne me trompe pas. Parce que là, en termes de scout, aller chercher Emega Stungratz, là, ça bosse. Hein. Ça bosse bien quand même. Hein. Ça bosse, il y a des moyens, c'est clair. Il y a des moyens. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Naïm, c'est trop long d'attendre jusqu'à dimanche. C'est trop long, c'est très long. On ne joue pas de Coupe d'Europe, c'est une catastrophe pour nous. Parce qu'on aurait besoin d'avoir ce match le jeudi, le mercredi ou le mardi. On se prépare déjà pour l'après-match. On espère qu'on va continuer sur la lancée. Parce qu'on ne serait pas loin de battre un record pour un entraîneur, gagner les 4 premiers matchs à l'extérieur. C'est quasiment jamais arrivé dans l'ère marseillaise. On va prier pour. En tout cas, merci à vous deux, les amis. Et je vous dis à très, très, très vite sur la Minute OM. Et bien évidemment, j'oublie à chaque fois de liker, partager. Allez suivre Touche de Balle, les gars. Allez le suivre parce qu'il va nous régaler de contenu. Et même sur l'OM, je sais qu'il va nous envoyer quelques petits contenus sur l'OM parce que quand on fait l'analyse, on aime De Zerbi. Et on a besoin d'étudier De Zerbi. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est déjà vu et revu. C'est pour ça que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Je comprends. Je peux comprendre. Mais la Ligue 1, c'est différent. Et en tout cas, on se dit à très, très vite, probablement à lundi matin, les amis, en espérant une victoire de l'Olympique de Marseille. Merci à tous. À très bientôt.